Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Tu connais le prix à peu près du Bitcoin actuellement ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. Actuellement, ça vaut à peu près 27 000 $. Un Bitcoin ? Un Bitcoin. Ouais, c'est des fous. C'est des malades. Ils en font quoi après du Bitcoin ? C'est comme l'or, tu vois. L'or, par exemple, c'est une réserve de valeur. Oui, voilà. Ça, c'est physique. Quand c'est physique, je trouve que c'est plus... C'est mieux, c'est plus une réserve de valeur que quand c'est sur Internet ou sur l'ordinateur ou sur les bitcoins. À tout moment, on peut vous les voler, avec tous les hackers qui existent maintenant et avec tout ce qu'il faut sur Internet, c'est pas la meilleure solution, le bitcoin. Il faut remettre encore une fois dans le contexte historique, la crypto c'est assez récent et en fait il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. On peut avoir des bons sentiments, estimer que certains scénarios sont plus probables que d'autres, mais personne n'est sûr à 100% parce que si on était sûr à 100%, il y a aucun actif, on va dire aucun véhicule d'investissement et ça parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi dans la crypto-monnaie, c'est les gens ils veulent être sûrs. On est humain, c'est normal, on aime avoir des certitudes et on n'aime pas l'inconnu. Et donc du coup les gens ils se disent mais tu me garantis je vais pas perdre d'argent. Je peux rien garantir du tout. Commençons par le sujet autour du gouvernement américain qui est en train de vendre les bitcoins qu'il a obtenus de Silk Road, vous savez, la place de marché qui permettait d'acheter plein de choses illégales, qui a été fermée, qui était une des premières grosses utilisations du Bitcoin, faut pas se mentir à ce niveau-là. Et depuis, en fait, ça a été fermé. Il y a un pirate informatique qui avait volé plus de 50 000 Bitcoins à cette place de marché. Et les États-Unis, en fait, ont récupéré les 50 000 Bitcoins qui ont été volés et ils sont en train de les vendre. Ils ont déjà vendu 9 800 Bitcoins, donc 215 millions de dollars le mois dernier. C'est ça, en mars. Et là, il leur reste encore près de 40 000 bitcoins à vendre, et ce qui représente tout de même 1,2 milliard de dollars au prix actuel. Donc c'est énorme. Ils ont dit on va pas vendre ça tout d'un coup sur les marchés, ils vont vendre en 4 fois. Ils ne précisent pas comment ils vendent non plus. Est-ce qu'ils vendent sur des places de marché, on va dire de gré à gré, ou sur des exchanges ou autres, on n'a pas l'information. En tout cas, on sait que lors de la dernière vente, ça n'a pas fait chuter, on va dire, le marché. Donc ils sont quand même assez... ils font attention à la manière dont ils vendent et il faudra pas... Et je pense pas qu'on aura une grosse chute à cause des États-Unis. Chef de l'armée de l'espace du MIT qui propose le mining Bitcoin comme outil de cybersécurité, c'est très intéressant. Donc on a un ingénieur astronautique de l'armée de l'espace américaine en service actif propose au Pentagone un outil de cybersécurité capable de transformer la sécurité nationale du pays et même l'architecture de base d'Internet qui est tout simplement le Bitcoin. Dans une thèse universitaire, le major Jason Lowery, qui est également chercheur en défense nationale au MIT, rien que ça, a présenté au ministère américain de la Défense une nouvelle théorie selon laquelle le Bitcoin est plus qu'un simple système de paiement peer-to-peer, mais une nouvelle forme de guerre à l'ère numérique, arguant que les technologies Proof of Work changeront la façon dont les humains rivalisent à l'échelle mondiale. La thèse de maîtrise de Lowery, intitulée Soft War, donc la guerre soft, la guerre un peu gentille si tu veux, se trouve en 3e position sur la liste des livres technologiques les plus vendus sur Amazon, tu vois. C'est pas un petit joueur, hein. C'est pas un mec qui a fait une thèse et les gens disent « Oh, c'est bon, ta thèse, t'es gentil, casse-toi ». T'imagines 3e position sur la liste des livres techno d'Amazon. Et donc, Lowery a 10 ans d'expérience en tant que développeur de systèmes d'armes et conseiller technique auprès des hauts fonctionnaires américains. Donc, c'est pas le petit de 20 ans qui sort d'école, y compris dans le domaine de la politique liée au Bitcoin auprès de la Maison Blanche. Donc là, il a du poids le mec, hein. Selon les recherches, l'armée américaine pourrait utiliser Bitcoin pour mettre fin à certains types d'attaques, telles que les attaques par déni de service qui surchargent les serveurs avec un trop grand nombre de requêtes. Là, tu vois, tu as ici sa thèse. Et donc, selon l'auteur de la thèse, les États-Unis devraient également stocker des bitcoins, créer une industrie de mining nationale de bitcoin et étendre les protections juridiques à la technologie. Selon lui, le bitcoin est une arme d'autodéfense et le pays devrait le protéger comme il le fait pour d'autres droits. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. À peu près tout le monde, que ce soit la SEC, la CFTC, même Joe Biden, ils sont pas trop à fond crypto-friendly. Espérons qu'une personne comme lui, une personne qui a du poids, tout simplement essaye de parler à Joe Biden pour lui remettre les idées en place et pour lui dire que le Bitcoin et les cryptos, finalement, c'est pas trop mal. On va lancer le séchage de fruits au Virunga. Je t'en ai jamais parlé? On a au téléphone, mais raconte.
Bah ça, c'est un truc assez dingue, c'est-à-dire qu'avec la chaleur des ASIC, on sait jamais trop comment faire quand c'est des ASIC avec du refroidissement par air. C'est-à-dire qu'il y a une énorme quantité d'air chaud qui sort, mais qui est pas très chaud. Alors c'est quoi les ASIC et c'est quoi d'où vient cet air chaud Les ASIC, c'est donc les machines de mining et elles sont refroidies par air, donc c'est des machines qui chauffent toute la journée, qui travaillent. Et donc ça envoie beaucoup d'air chaud, mais c'est un air qui est pas très chaud, c'est 55-60 degrés qui vont en sortie de machine. Et donc, tu as des volumes énormes, on sait pas toujours comment faire. Avec l'immersion cooling, c'est différent, on a une concentration de la chaleur qui est beaucoup plus forte, donc tu peux discipliner plus facilement ta chaleur et puis envisager de chauffer des piscines, ce que tu veux. Avec l'air chaud des ASIC, ça n'a jamais été très très facile. Et là, on a découvert qu'on pouvait sécher des fruits. En fait, il y a un marché qui existe, c'est du fruit sec, on n'appelle pas ça des fruits secs, on appelle ça... Comment on appelle ça ? Du cuir de fruits, voilà. Et merci Pato. Et il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et qui vendent notamment dans les supermarchés en France en tête de rayon, quand tu es pas en tête de rayon à la caisse, quand tu es en train de payer, t'as des confiseries et t'as ça notamment. T'as une marque qui est présente dans énormément de supermarchés, donc c'est du fruit pur, sans ajout de sucre, rien du tout. Par exemple, tu prends une mangue, tu la mixes et tu la mets, tu l'étales sur une feuille, tu la mets à sécher avec de l'air chaud. Et donc, ça devient une espèce de cuir. Voilà. Et c'est très bon, c'est très concentré comme goût. Et c'est complètement naturel. Mais ils en manquent pas, a priori, de l'air chaud au Congo. Enfin, tu vois, vu de Paris, là, comme ça. Tu peux pas te contenter de faire sécher en mettant au soleil. Ça marche pas. Ouais. Ton cuir va jamais être d'une qualité égale. Il peut pleuvoir à tout moment. Hein, c'est des régions où il pleut beaucoup. Donc, tu peux pas le faire sécher sans ventilation. Et sans ajout d'air chaud. Il faut que ce soit à 55-60 degrés. On n'a pas ça comme température du tout. On n'est pas à Dubaï. Donc, ça monte maximum à 28-30 là-bas. Donc on a trouvé cette solution. Il y a énormément de fruits en Afrique, il y a un énorme gaspillage de fruits. Hein. Tous les gens que j'ai rencontrés disent on ramasse pas tous les fruits, on saurait pas les vendre. Donc et quand ils les ramassent, il y en a plein qui pourrissent avant d'être vendus. Donc il y a une vraie matière première énorme en quantité. Imaginez que vous êtes prof de français au lycée. Vous avez votre petite classe d'une 30aine d'élèves que vous entraînez pour le bac et à qui vous apprenez à faire des dissertations, des rédactions ou autres commentaires de texte. Comme tout bon prof de français qui se respecte, vous leur faites lire des livres extrêmement désagréables. Si jamais vous n'avez jamais lu La Curée de Zola, les gars, vous ne savez pas ce que c'est l'ennui. Vraiment. Une dissertation, ça vous prend environ 3 heures à corriger. Vous avez 30 élèves et donc vous êtes organisé pour ajuster votre planning en fonction. Tout se passe bien, sauf qu'en fait, vous êtes un prof de français tellement compétent qui fait lire des livres de tellement bonne qualité que grâce au bouche à oreille, tout le monde veut être dans votre classe. Et d'un coup, de 30 élèves, vous passez à 100 élèves. Vous avez maintenant non plus 30, mais 100 dissertes à corriger. Et vous n'arrivez plus à suivre parce que tout simplement, vous êtes saturé. Et en soi, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le réseau Ethereum. La blockchain Ethereum, depuis maintenant plusieurs années, est victime de son succès. Et tout comme le prof de français avec les dissertes, le nombre de transactions sur le réseau est beaucoup trop haut pour que les nœuds du réseau puissent les valider rapidement et facilement. Ethereum ne peut générer que 13 transactions par seconde au maximum. Sauf que le réseau Ethereum, à cause de la multiplication de toutes les DApps et des nouveaux protocoles sur le réseau, est passé de 500 000 transactions par jour en 2020 à plus d'1 million en 2023. Le réseau est donc saturé et une transaction mettra plus de temps à être finalisée et les frais explosent à tel point que ça devient difficile de faire une transaction sur Ethereum sans devoir hypothéquer un de ses organes. C'est en partie pour ça que la mise à jour Ethereum, la grande mise à jour qu'on appelle Ethereum 2.0, est en train d'avoir lieu et que des solutions de couches supplémentaires ont émergé, ce qu'on appelle les fameux Layer 2. Il existe plein de Layer 2 différents, les sidechains, les plasma, les state channels, etc. Si vous n'êtes pas familier avec les Layer 2, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche là. Ils ont des fonctionnements différents, mais le même objectif. Soulager les transactions du réseau principal pour le désaturer et faciliter la circulation d'informations sur le réseau. Les Layer 2 sont devenus presque indispensables à la blockchain Ethereum et énormément de liquidités sont en train de converger vers ces couches d'infrastructure, si bien qu'on est presque tranquillement en train de se demander si, lors du prochain cycle, on n'aura pas un déplacement des fonds des blockchains de Layer 1 vers les Layer 2 d'Ethereum. Et si on prend tout ça en compte, l'objectif pour un investisseur, du coup, c'est de s'intéresser aux meilleurs Layer 2 qui ont la technologie la plus
plus intéressante, la plus innovante et la plus performante. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le type de layer 2 de meilleure qualité, on essaye de dénicher les meilleurs projets à l'intérieur qui utilisent cette technologie. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo où on va s'intéresser à la technologie des ZK Rollup. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le layer 2 le plus prometteur en 2023 et je vais aussi vous donner mon top projet qui utilise cette technologie. C'est parti. ZK Rollup, c'est le diminutif de Zero Knowledge Rollup. Un rollup qui utilise la technologie de la Zero Knowledge Proof, la preuve à divulgation nulle de connaissances. Pas de panique, on va décortiquer tout ça, vous aurez pas besoin de prendre un Doliprane après cette vidéo, promis. Du coup, dans Sécurité 101, on entame tout de suite la première partie avec nos deux experts Théo et Renaud, où on va parler de finalement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est sur l'ordinateur. Renaud, pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Et pourquoi commencer par ne pas faire d'erreur avant de changer complètement sa façon de faire? Alors déjà, le principal problème, la principale erreur, en fait, elle vient quand on surfe sur Internet. Donc je pense qu'il est important de parler de la navigation sur Internet de manière générale. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse aussi bien d'ailleurs les gens chez eux qu'au travail. Et dans la navigation sur Internet, il y a un truc qui est très classique, c'est je télécharge un logiciel et je l'installe sur mon ordinateur parce que j'ai un nouveau besoin. Et il y a beaucoup d'erreurs qui se produisent à ce niveau-là, notamment. Donc je dirais que déjà, il faut toujours télécharger les logiciels depuis le site de l'éditeur et pas sur un site générique du type téléchargemoi.com, tout est gratuit. Donc toujours aller sur le site de l'éditeur, le site officiel pour aller faire ces téléchargements. Ça, c'est le premier bon conseil de bon sens. Et deuxièmement aussi, préférer des logiciels open source et gratuits. Parce que la plupart en fait des virus et des logiciels malveillants sont dans des logiciels commerciaux, dans des patchs, dans des cracks de logiciels commerciaux. Donc autant prendre les bonnes habitudes d'utiliser des logiciels gratuits. Il y aura beaucoup moins de logiciels malveillants lors d'un téléchargement d'un logiciel gratuit ou open source. Et en plus, c'est souvent un meilleur gage aussi de sécurité. Ok, super. Et du coup, là, on est déjà sur le téléchargement de nouveaux logiciels. Parlant de logiciels, on peut peut-être commencer à vraiment la base de l'utilisation. Quand notre viewer, merci à vous d'être là, va commencer à utiliser son ordinateur, avant même de télécharger une application, il y a la question de quel browser internet elle va utiliser. Est-ce qu'il y a vraiment une différence et lequel peut-être on pourrait recommander pour justement arriver à cette étape de téléchargement de logiciels ? Si on simplifie, il y a deux grandes familles de navigateurs. Il y a les navigateurs qui vont être basés sur Chrome et toutes les variantes. Ça inclut aussi Safari sous Mac. Donc tout ça, c'est le même moteur. L'habillage est différent, mais c'est le même moteur derrière. Et Firefox de l'autre côté. Donc il y a deux grandes familles. Firefox est un petit peu en perte de vitesse, mais je dirais qu'au niveau sécurité, les deux se valent. Donc ça, c'est vraiment une fonction de goût et des couleurs de chacun, on va dire. Donc Firefox est très bien, mais tout ce qui est basé sur Chrome est très bien aussi. Alors Chrome, il y a Chrome by Google avec tout un tas d'add-ons qui communiquent avec Google et qui remontent beaucoup de données à caractère personnel, donc ça il faut peut-être éviter. Mais on a des versions plus légères de Chrome qui sont débarrassées de ces trackers-là, du type Chromium d'ailleurs qui est open source, ou Brave, qui inclut aussi un bloqueur de publicité et pour ça c'est beaucoup plus agréable pour surfer sur Internet, en plus aussi de laisser moins de traces et moins de données à caractère personnel. Donc personnellement moi j'utilise Brave, mais je ferai publicité pour les logiciels, mais en tout cas à titre personnel j'aime bien Brave. Brave également. Moi aussi j'utilise Brave, donc on a fait les mêmes compromis. Maintenant, il arrive assez souvent que certains sites fonctionnent pour certains navigateurs et pas d'autres, donc des fois, on est obligé d'en utiliser plusieurs dans ces cas-là. Comme Renaud l'a dit, en général, les navigateurs, il y a les deux moteurs, Firefox et Chrome. Des fois, ce qui ne marche pas sur certains moteurs Chrome va marcher sur Chromium ou alors sur Firefox. Et des fois, ça ne marche pas sur les deux, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on peut utiliser plusieurs navigateurs internet. Moi, pour la plupart du temps, j'utilise Brave effectivement parce que il inclut déjà un bloqueur de publicité qui fait déjà un bon travail de ce que j'ai compris. Il ne faut pas se voiler la face. Entreprendre, c'est quelque chose de très difficile, avec énormément d'obstacles, où il y a un ascenseur émotionnel constant. Un jour ça va pas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Comme on est corps et âme
associé à son projet professionnel, puisque c'est le nôtre, eh bien, il n'y a pas de filtre. Et donc, on va se prendre cet ascenseur émotionnel de la façon la plus directe qui soit. Et on va tenir que si on travaille sur un projet dont on est certain que c'est le projet sur lequel on veut être. Est-ce que je suis prêt à tout sacrifier pour ce projet? Ça, c'est un premier aspect. Après, quand on se lance, moi, j'ai quelques conseils assez basiques qui vont souvent à l'encontre de ce qu'on peut apprendre dans des écoles d'entrepreneurs, même si je ne suis jamais allé, que j'ai peut-être pas écouté les cours, donc je sais peut-être même pas de quoi je parle. Mais la première chose, c'est quand on veut se lancer, avant de se lancer, c'est parler de son idée. Je rencontre tellement d'entrepreneurs qui veulent pas me parler de leur idée, pas à moi, mais en tout cas qui veulent garder leur idée secrète, que ça c'est une véritable erreur. Parce qu'en parlant de son idée, on est capable de la faire évoluer, de la faire maturer, de l'améliorer. Et une idée n'a aucune valeur. Ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Une idée, ça ne vaut rien. Seule l'exécution compte. Donc, en parlant, on avance. Et puis ensuite, notre conseil, c'est de ne pas trop réfléchir. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Si on se pose trop de questions, on n'aura pas toutes les réponses. On va rester paralysé. On va pas bouger. On se demande souvent comment on fait le premier pas. Il faut bouger la jambe et marcher. Et arrêter de trop intellectualiser. Moi, j'ai cette chance qui est que je suis pas un intellectuel. Alors, ça veut pas dire que je suis pas intelligent, parce que j'ai quand même fait des études d'ingénieur, donc j'ai fait des maths, des trucs, donc je suis capable de faire des choses. Par contre, je suis pas du tout un intellectuel. Et donc, j'intellectualise pas. Et ça a été ma chance parce que souvent, quand je devais faire quelque chose, je disais je vais le faire, et je réfléchissais pas aux conséquences, je réfléchissais pas à ce que ça voulait dire, et quelque part je voyais pas que c'était impossible, et quand on voit pas que quelque chose est impossible, ça devient possible. Donc il faut faire, il faut être dans l'action, et pas trop se poser de questions, parce que ça c'est souvent la théorisation de l'entrepreneuriat. Pour moi, ça n'existe pas, et c'est pas forcément la chose la plus importante par laquelle on doit commencer en tout cas. Votre pouvoir d'achat va chuter cette année. Oui, je sais, je suis désolée de vous annoncer ça comme ça sans prévenir, mais il vaut mieux que vous le sachiez. Je sais que vous suivez l'actualité et que vous savez déjà ce qui se passe, et donc la nouvelle ne vous surprendra probablement pas. Quelques statistiques pour commencer. D'après les dernières estimations de l'INSEE, votre pouvoir d'achat par unité de consommation a reculé de 0,2% en 2022, et pour 2023, on s'attend à ce qu'il plonge de 5 à 10%, avec de grosses disparités selon le lieu de vie ou la classe sociale. En cause, toujours la même calamité, l'inflation, que nous avons héritée du quoi qu'il en coûte, et qui maintenant est boostée par les perturbations liées à la guerre russo-ukrainienne et à la reprise chinoise. On y a cru, mais non. Les mesures prises par la Banque Centrale Européenne n'ont pas suffi, et en France, après avoir terminé l'année à plus 5,2%, l'inflation est repartie de plus belle dès janvier, et la voilà qui s'installe, prête pour durer. C'est inquiétant pour les marchés qui anticipaient la fin des hausses des taux directeurs, et c'est inquiétant pour votre pouvoir d'achat, car tant que les prix ne reprendront pas leur couleur d'origine, la valeur de votre billet de 20 € continuera de fondre comme du Nutella au soleil. Pourquoi l'inflation repart-elle à la hausse? Comment frappe-t-elle réellement? Et est-il encore possible de sauver notre pouvoir d'achat? On perçoit qu'on est vraiment dans une guerre des monnaies qui est lancée avec le yuan en particulier. Je pense qu'on va avoir un match yuan contre dollar. Donc j'espérais que le Bitcoin se positionne mieux là-dedans et que en fait on sort d'un monde dollar pour rentrer dans un monde yuan. Et puis j'espérais que Bitcoin soit une alternative crédible aux gens qui sont ni yuan ni dollar. Donc malheureusement, je pense que le yuan est parti pour bien pousser, et puis qu'il faudra uniquement que le Bitcoin soit monnaie de réserve et pas forcément monnaie d'utilisation. Donc là, on peut voir que la France a acheté du gaz naturel liquéfié, donc du méthane, en contrat en yuan. Donc en principe, toutes les matières premières étaient négociées en dollars. Donc la Chine essayait de faire coter quelques contrats sur le pétrole et sur le gaz. Néanmoins, là, il y a des pays européens qui commencent à acheter du yuan en contrat dollar. Donc c'est assez surprenant de la part de la France, qui est totalement un vassal des États-Unis. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les pays qui sont un petit peu neutres, plutôt des pays africains ou des pays sud-américains, fassent des transactions en yuan, mais pas des pays qui sont directement vassaux des États-Unis via l'OTAN. Donc première transaction qui a été faite. Donc il y a tout un business actuellement qui est en train de réexporter du gaz russe depuis les Émirats Arabes Unis. Donc vous achetez du pétrole ou du gaz russe, vous changez l'étiquette entre guillemets,
et vous le réexportez et vous gagnez la différence par rapport à la sous-cote que vous pouvez l'avoir si vous arrivez à l'acheter, puis vous le retransformez en normal. Et il n'y a pas de problème comme ça. Donc le yuan est en train de s'imposer comme devise de commodité. Et à côté, on a une Chine qui est en train de réconcilier vraiment le Moyen-Orient. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a l'Arabie Saoudite et l'Iran qui sont en cours de réconciliation grâce à une médiation principalement de la Chine. Et on a une réaffirmation très forte des liens entre l'Arabie Saoudite, entre l'Iran, entre les différents acteurs du Moyen-Orient sur la Chine et donc l'Orient qui est en train de se faire. Donc on a vraiment une segmentation de deux entités qui sont en train de se mettre en place, mais pour aller encore plus loin, c'est la scission entre les pros-USA et justement les pro-chinois. Bon, après, la notion de pro-chinois est toujours très relative, et il n'y a que la Chine pour servir la Chine. On est tout à fait d'accord, on est tout à fait conscient de ça, mais on a vraiment cette dichotomie qui est en train de se faire, et qu'on est en train de voir aussi dans des pays émergents, donc beaucoup l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, et la partie orientale. Donc on a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir vraiment considérer ça et se poser la question, quelle est la place de l'Europe dans tout ça? Quelle est la place de l'Europe qui se trouve vraiment entre les deux, qui est entre le marteau et l'enclume? Bah, c'est le domaine européen, et c'est pour ça aussi que quand on voit TotalEnergies qui commence à accepter le yuan, c'est peut-être aussi une position qui est en train de s'affirmer et de se désolidariser. Alors, peut-être beaucoup trop tôt, je suis encore vraiment dans une forme d'hypothèse, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que ça pourrait arriver, de se retrouver avec une Europe qui serait en jonction entre les deux, un petit peu comme la Turquie qui essaie vraiment de se positionner entre l'Europe et la Russie, où on a quelque chose qui est ni blanc ni noir, qui est plutôt gris, alors qu'on avait depuis déjà plus de 50 ans, 60, 70 ans, vraiment la confrontation entre le bien, le mal, d'un côté, entre guillemets, c'est la représentation qui a été effectuée et qui a été portée grandement par la guerre froide avec l'Occident versus l'Orient et le pôle communiste, le pôle capitaliste, où on avait cette segmentation, et l'Europe faisait partie vraiment de la notion capitaliste. Et maintenant que cette notion capitaliste communiste est en train de s'effacer, on est en train de se diriger vers quelque chose qui est tout autre, où on a une lutte vraiment monétaire, et personnellement j'ai tendance à considérer que on est au bord d'une notion de shift monétaire structurel. L'Arabie Saoudite a acheté pour 2,5 millions de barils de pétrole à la Russie en seulement 10 jours au mois de mars. Incroyable mais vrai. L'Arabie Saoudite importe du pétrole. Alors, que s'est-il passé? Auraient-ils passé leur pic pétrolier? Eh bien, peut-être, mais c'est pas ça la raison aujourd'hui. En réalité, nous assistons à un changement radical dans les grands équilibres mondiaux, car concrètement, l'Arabie Saoudite se détourne publiquement, et je dis bien publiquement, c'est un point important, de son alliance avec les USA. Bien sûr, lorsque vous les voyez tous les deux sur une même photo, vous vous dites qu'ils ne sont pas forcément cousins, même éloignés. Mais alors, d'où vient cette alliance assez étrange ? Pour le comprendre, il faut remonter au pacte du Quincy qui a été conclu en février 1945 entre le président américain Franklin Roosevelt et le roi Abdelaziz Al Saoud pour l'Arabie Saoudite. En substance, dans ce pacte, les USA donnent la garantie aux Saoudiens qu'ils vont se charger de la suprématie et de la sécurité des Saouds dans la région, en contrepartie de quoi les Saoudiens s'engagent à vendre leur pétrole en dollars avec un droit de préférence en tant que client pour les USA. C'est donc par intérêt géostratégique que les Américains et les Saoudiens sont devenus copains comme cochons. Et puis bon, le temps passant, les États-Unis se montrent de plus en plus, disons, rigides avec le reste du monde. La guerre en Irak a beaucoup ébranlé les Saoudiens. Rappelons-nous que Saddam Hussein était, dans le temps, également un copain des USA lorsqu'il travaillait avec la Jordanie à constituer un axe modéré arabe au début des années 80. Dans le même temps, les USA armaient les Irakiens dans leur guerre contre l'Iran. Mais bon, les temps changent, n'est-ce pas? Donc la guerre en Irak ne rassure pas les Saoudiens, car ils intègrent que le jour où les USA se désintéresseront d'eux, ils seront au mieux seuls face à leur destin avec leurs ennemis régionaux sur les bras, et dans le pire des cas, ils pourraient même devenir la cible des USA, tout comme ce fut le cas de Saddam Hussein, mais aussi de Muammar Kadhafi et autres Bachar el-Assad. Du coup, lorsque les Saoudiens entendent Joe Biden en 2019 affirmer qu'il ferait de l'Arabie Saoudite des parias, ça les rassure pas non plus. Et sur ce, 3 ans plus tard, en 2022, éclate la guerre en Ukraine qui oppose la Russie à l'OTAN.
Là, les Saouds ont un choix à faire. Soit ils acceptent d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie, soit ils tentent de négocier leur coopération avec la Russie. Mais dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup de compromis intermédiaires, tant la guerre en Ukraine est un sujet non négociable et clivant avec les Américains et l'Union européenne. Mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle. Soit ils restent alliés des USA et dans ce cas, ils savent que leur allégeance ne sera pas spécialement récompensée, soit ils essaient de prendre une position de choix dans ce nouveau bloc que j'appelle « Le monde moins l'Occident », dans lequel ils peuvent espérer conclure de nouveaux pactes et de nouvelles alliances géopolitiques. Et on va directement aller sur les news autour de l'inflation. News autour de l'inflation qui nous disent que tout simplement, vous le voyez ici, si on regarde le consensus, on était à 0,4 de consensus, c'est-à-dire que les économistes pensaient que le marché allait nous donner ça. Et en fait, finalement, on a une inflation qui est moins haussière, enfin la hausse de l'inflation se calme plus que ce que le consensus nous avait dit. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que tout simplement, bon, Bitcoin n'est pas forcément sensible aux narrations d'inflation, mais il est sensible aux narrations de taux d'intérêt, et si on voit l'inflation plomber, on comprend que la Fed va plutôt aller dans le sens d'une pause éventuellement au prochain FOMC. Donc du coup, ici on a un PCE qui est à 5% et un Core PCE qui est à 4,6%. C'est plutôt une bonne chose. On va dire que dans le PCE, on a moins de housing que dans le CPI. On va aller faire un gros point, je pense, sur l'inflation, parce que ça peut être intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on est le 31 mars et que donc du coup on est en fin de mois, donc on peut commencer à réfléchir aux évolutions que vont être celles du CPI. Le prochain CPI, il est autour entre le 10 et le 14 avril, je ne sais pas la date exacte, mais je vais mettre en pause, je vais vous la trouver comme ça au moins. Donc le prochain CPI sera le 12 avril. Passer en monthly, donc une bougie est égale 1 mois. On voit pareil qu'il y avait ce range, on est venu le péter. Pour l'instant, la pattern est magnifique. Après, par contre, faites attention parce que si on a ici voilà un pullback à faire, à un moment donné, il va bien falloir qu'on vienne combler les trous qu'on a mis juste ici, qu'on a fait juste ici. Mais, je dis bien mais, si on prend les Fibo comme d'habitude et qu'on prend le top et le bot, on voit qu'on n'est toujours pas revenu sur les 0,382 de Fibonacci, donc les 36 000 $. On n'y est pas encore, il y a encore du chemin. Donc moi, en fait, mon objectif, ça serait d'avoir un mois d'avril qui nous permet de revenir sur les 36 000 $ avant de se faire rejeter et après de vraiment repartir en 2024. Ça serait vraiment le scénario parfait. Alors j'entends pas mal d'analystes, pas mal de collègues qui pensent qu'on a aussi une probabilité d'aller dans cette zone de rechargement. À voir, wait and see, retrouver un BTC à 50 000 $ dans un mois, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Mais c'est vrai que je suis peut-être moins gourmand et moi je vise plus les 36 000 $ et une belle all season derrière avant, bien sûr, d'avoir un petit crack qui nous permet de refaire un range pendant X temps. Bref, restez attentifs, mais il y a de grandes probabilités d'aller chercher ces 36 000 $. Donc pour le Bitcoin, je pense que logiquement, je dis bien logiquement, il devrait pouvoir aller chercher les 35 500, 35 280 qui correspondent ici à la Kijun trimestrielle. Alors d'un point de vue d'analyse long terme, ce qu'on peut remarquer, c'est ce mouvement ici, qui est semblable à celui qui est en train de se dérouler ici. C'est-à-dire que on est descendu, on est remonté, on est allé chercher la Kijun, on est redescendu et regardez le point bas ici par rapport aux clôtures, la clôture et l'ouverture de cette bougie-là, c'est exactement la même chose avant de repartir et de redonner un signal haussier pour déclencher la hausse, donc qui s'est produite en janvier 2020. Donc on a à peu près la même configuration ici, sauf que là on a donné un signal vendeur beaucoup plus tôt que ici, puisque là on l'avait donné dès le trimestre suivant, alors que là on l'a donné un petit peu plus tard, mais on a eu notre signal vendeur qui était ici, on est descendu, on est remonté, on pourrait retourner chercher cette Kijun à l'image de ce qui s'est passé ici, voir sur impulsion forte, aller taper la Tenkan ici à 42 230 avant potentiellement de redescendre. Alors c'est pas, comme on dit toujours, le passé ne présume pas de l'avenir. Donc ça ne veut pas dire que ça va se passer forcément exactement de la même manière, mais on voit qu'il y a quand même une certaine similitude dans l'évolution entre 2017 et juillet 2020, et puis ici entre janvier 2021 et ce qui se passe actuellement. Donc je pense que les 35 280 sont quasiment actés. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on reparte tout de suite à la baisse. Il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient propulser le marché vers la baisse dans l'immédiat, à moins qu'on ait une nouvelle faillite. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense qu'il devrait aller chercher ce niveau-là. Après, il va falloir casser ce niveau-là pour aller chercher la Tenkan, et c'est là où on verra si ce n'est pas ce scénario-là, c'est un scénario classique, à savoir qu'on baisse, on reprend la Kijun et on redonne une impulsion haussière. Et l'impulsion haussière
haussière, la reprise vraiment de la tendance haussière qui est ici, ne se fera qu'au-dessus du dernier point haut, 69 000. Tant qu'on ne casse pas les 69 000, on n'est pas en tendance haussière, on sera. Alors évidemment, point de vue trading, ça se fera avant. Là, je vous parle en trimestriel, donc c'est une vue de très long terme. Allez, on passe à weekly et on va voir maintenant rapidement Bitcoin la tendance, mais trimestriel, bullish. Monthly, bullish. Ok, depuis la clôture de ce mois-ci qui a clôturé au-dessus des 25 212. Weekly, rien de bearish. Arrête, je vois déjà des gens qui s'affolent. Alors oui, on est dans une supply zone weekly. Sur Bitstamp, d'ailleurs, on l'a touché, pas sur tous les exchanges, mais je vois déjà des gens qui s'affolent, qui disent ouais, vous affolez pas. Dans une tendance haussière, on cherche, je vous l'ai dit, à buy les dips. Alors si on vient mettre un dip par ici, c'est très bien. Voyez ça comme une opportunité de vous positionner. Où le risque récompense sera toujours meilleur que de se positionner ici en supply zone sur une résistance. Donc arrêtez d'avoir peur du dip. Et j'espère bien vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis, si j'ai un dip sur le Bitcoin ici, assez profond, peut-être qu'en swing investissement, je vais rentrer encore sur le Bitcoin. Je vais renforcer ma position. D'accord? À vous de le voir. Mais est-ce que c'est bearish ici en weekly? Non, on se bagarre entre cette borne là sur Bitstamp ici et cette borne sur Bitstamp. Tant qu'il n'y a pas de cassure, je dirais, de ce niveau, en weekly, tout va bien et j'irai plus loin. Pour moi, le bottom weekly maintenant à défendre, il est ici. C'est le bottom de l'affaire USDC des 19 569 sur Bitstamp. Tant que ça, c'est pas enfoncé, il n'y a rien de bearish en weekly. L'information suivante n'est pas vraiment une information, encore que si, parce qu'elle a des répercussions juridiques jusqu'à encore aujourd'hui. Mais figurez-vous, c'est quand même plutôt une histoire vraiment extraordinaire. Donc installez-vous bien, parce que je vais vous la raconter. Mettez-vous dans votre meilleur fauteuil, prenez un petit thé, un petit café, ça va être la régalade. On est en 2014 et en fait je vais vous raconter l'histoire du premier NFT jamais créé au monde. Donc en 2014, on a monsieur James Scott qui mint le tout premier NFT qui s'appelle donc Quantum et figurez-vous qu'en fait il utilise un logiciel qui s'appelle Namecoin. Namecoin, c'est un logiciel qui est en gros basé sur le code du Bitcoin pour la faire très courte et sauf que en fait il y a une caractéristique propre à Namecoin, c'est qu'il faut renouveler régulièrement ses droits sur les NFT qu'on mint avec, sinon on perd les droits. Et le truc, c'est qu'en fait, entre 2014 et 2021, James Scott, il n'a pas renouvelé ses droits. Du coup, on arrive en 2021, il n'est entre guillemets plus propriétaire de son NFT. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un partenariat avec Sotheby's, qui est donc une grosse maison de vente aux enchères. Et en fait, il duplique du coup ce NFT, donc il est censé être le propriétaire, mais pas vraiment, comme on l'a compris. Donc il le duplique, ils en créent un autre sur la blockchain Ethereum, du coup, en tant que premier NFT jamais créé au monde. Et du coup, en fait, ils le vendent, et ils le vendent pour 1,5 million de $. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une boîte qui se réveille. On a la boîte canadienne qui s'appelle donc Free Holdings qui se réveille et qui dit non, écoutez, James Scott, en fait, il n'avait pas renouvelé. Du coup, normalement, le NFT, il est censé m'appartenir à moi, en fait. Et du coup, forcément, bataille juridique, ça dure depuis des années. Et là, donc, on arrive là, du coup, en 2023. Et qu'est-ce qui se passe? Et figurez-vous que le tribunal a donné raison à James Scott et en fait a accusé, en gros, la boîte canadienne de dire, en gros, que c'était des profiteurs et qu'ils essayaient entre guillemets d'exploiter en fait les failles de la technologie pour récupérer de l'argent, alors qu'en fait, ils auraient dû se réveiller avant s'ils pensaient être le propriétaire et pas une fois en fait que ça marche, qu'ils gagnent de l'argent et dire en mode, écoutez, en fait, c'était à moi, quoi. Du coup, voilà. Donc, c'était très intéressant. Voilà, c'est la petite histoire de la journée. Tant que nous sommes dans les NFT, restons-y encore quelques minutes en parlant d'un site que vous devez certainement connaître, c'est Ticketmaster. Ce site vous propose des billets à la vente pour tout type d'événements comme des concerts, des spectacles d'humour. Bon, j'y suis pas encore, mais peut-être un jour. Et bien ça y est, il plonge dans le grand bain en ayant pour la première fois proposé des fonctionnalités à des détenteurs de NFT. Pour ce premier test, c'est le groupe de métal Avenged Sevenfold qui est mis à l'honneur. Donc Avenged Sevenfold, ils avaient sorti auparavant une collection de NFT, et si vous possédiez un de leurs NFT, vous auriez pu avoir accès à une vente anticipée de places pour 2 concerts à New York et à Los Angeles. Avec ce petit coup d'éclat, 1000 billets se sont vendus. L'avantage de passer avant tout le monde de cette manière, c'est d'éviter les problèmes de bugs lorsque vous vous connectez pour acheter les places. Parce que imaginez un concert de Céline Dion ou de Johnny quand il était encore en vie. Je peux vous dire que quand vous disiez la vente des places est ouverte à 21h sur tel site, vous étiez pas arrivé sur le site avant 23h tellement ça buguait de la mort, quoi. Donc voilà, c'était un peu comme un Black Friday, tout le monde se bouscule, c'est le gros bordel. Là, ça permet d'éviter ce problème de fil. Et ça permet également d'éviter la revente des places sur le marché noir, etc. Donc c'est une belle initiative et ça fait plaisir de voir des acteurs qui se plongent dans le Web3. Et
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.